Ce balado aborde des sujets liés à la santé mentale. Si vous traversez une période difficile ou vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter une personne de l'équipe des services à la communauté étudiante de l'école, le Centre de prévention suicide de Montréal, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou encore la ligne d'aide 988 en santé mentale. On utilise vraiment l'intelligence artificielle pour tout, de l'étude avant un examen à la planification de mon horaire de la semaine jusqu'à la gestion du frigo. Et même aujourd'hui, de plus en plus de gens se tournent vers des chatbots pour parler de leurs émotions, chercher du réconfort, gérer leur stress. Derrière cette offre d'un soutien illimité, est-ce qu'il y a des zones grises? Dans ce balado, on explore les promesses et les limites de la psychologie sans psy. Je m'appelle Martine Macombe, conseillère d'orientation au service de gestion de carrière, et on va en apprendre un peu plus avec Louis-Philippe Marquis, psychologue au service à la communauté étudiante. Bienvenue à #Génération IA. Bonjour Louis-Philippe. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conversation sur la psychologie et l'intelligence artificielle. Donc, ma première question pour toi est, l'IA peut-elle vraiment remplacer un psychologue dans le processus thérapeutique? Réponse courte, jusqu'à présent, probablement pas. Puis là, il y a plusieurs facteurs qu'on peut considérer dans cette réponse-là. Il y a plusieurs éléments de réponse que je peux donner par rapport à ça. Tout d'abord, l'IA n'a pas la capacité de comprendre réellement nos émotions comme un autre humain pourrait avoir cette capacité-là. Donc, c'est un algorithme, c'est pas un être vivant, bien que on peut avoir un peu la mentalité que avec le langage que l'IA adopte pour nous répondre, on a tendance à peut-être l'anthropomorphiser, qu'on va dire, le terme technique. Mais néanmoins, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas quelqu'un qui comprend notre état émotionnel. C'est vraiment et je suis pas un expert dans comment c'est fait tout ça, mais ce que je comprends, c'est que il y a un élément de il y a un élément de statistiques. Donc, il y a des statistiques autour des mots qu'on utilise, puis qui amènent l'IA à nous proposer une réponse qui va avoir une bonne probabilité d'être adéquate. Mais ça ne nécessite pas une compréhension de notre état psychologique ou de nos émotions ou de notre état mental. Donc, il y a plusieurs aspects du fonctionnement de l'IA qui peuvent expliquer aussi que ça ne peut pas constituer un bon thérapeute. Notamment, un thérapeute va prendre le temps de regarder l'ensemble de la vie de la personne qui consulte en psychothérapie, surtout quand c'est à plus long terme, on va mener une évaluation plus poussée. Histoire de vie, habitude de vie, est-ce que la personne a des conditions de santé? Donc ça, c'est toutes des choses qu'on va prendre en compte dans notre compréhension de la personne qui vient nous consulter. Donc, l'IA va répondre à ce qui est immédiatement devant elle dans le texte. Donc, on écrit quelque chose et c'est sur ce quelque chose-là qu'il va avoir une réponse. Donc, ça se peut que ça manque de contexte. Et malheureusement, il ne va pas nécessairement avoir de questions de clarification de la part du chatbot, même des chatbots thérapeutiques. C'est pas encore exactement au point. Donc, si je comprends bien, il va donner une réponse, mais il manque beaucoup de contexte. Il ne pose pas de questions pour aller un petit peu plus loin. Il n'est pas en mesure de prendre toute la situation de la personne en question parce qu'il prend juste qu'est-ce qu'on lui donne. Donc, ça peut ressembler à un accompagnement un peu d'un psychologue, mais ça ne peut pas remplacer le psychologue parce qu'il manquerait trop de choses. Exact. Un autre élément qui venait de différencier aussi l'utilisation d'un
d'un agent conversationnel versus peut-être une thérapie, ça va être la notion de soutien et de confrontation. On va dire que les agents conversationnels ont été entraînés. Donc, il y a des programmeurs qui venaient donner du feedback à l'agent conversationnel concernant certaines réponses. Et ça amenait certains agents conversationnels à avoir ce qu'on appelle un biais de complaisance ou vraiment sycophancy en anglais. Et ça fait en sorte que l'agent conversationnel va nous dire un peu ce qu'on veut entendre ou va vraiment mettre de l'avant des réponses dans lesquelles il est systématiquement d'accord avec nous. Et ça peut être un grand problème dans un contexte de psychothérapie parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec nos clients. Puis il y a des choses que on doit venir et qu'on va venir confronter. Donc, le fait d'avoir ce biais de complaisance-là, ben, ça fait en sorte que, bon, ben, il y a personne pour un peu challenger des façons peut-être moins adaptées qu'on a de fonctionner, de voir les choses, de se comporter. Intéressant, ça me fait penser que, dans le fond, le chatbot, IA ou ChatGPT, peu importe ce qu'on utilise, c'est un peu comme ton ami. Des fois, quand tu vas parler de tes problèmes, de ta situation avec ton ami, qui risque d'aller un petit peu plus dans ton sens, qui risque un peu plus d'appuyer comment tu te sens, parce qu'en plus, cette amie-là va s'inspirer de ce que tu lui donnes comme information, puis va te réconforter, te soutenir, te supporter, alors qu'un processus avec un psychothérapeute, un psychologue ou autre thérapeute, le but n'est pas nécessairement juste de t'appuyer, de te conforter ou d'aller dans ton sens, mais en effet, peut-être de te pousser à aller un petit peu plus loin, à te confronter, à réfléchir différemment, ce qui te permet de cheminer. Mm-hmm. Puis des fois, dans la vie, on se garde une petite gêne avec les gens qui nous entourent aussi pour préserver la relation. Donc, on ne veut pas toujours être dans dire aux gens tout ce qu'on pense. Là. Donc, ça peut être un intérêt de justement voir un thérapeute parce que le thérapeute n'a pas on ne met pas en danger nos relations interpersonnelles en allant voir un thérapeute puis en étant de certaines façons avec lui ou elle, de la même façon qu'on prendrait des risques dans notre vie. On dit tout ça, mais ça reste un outil que probablement pourrait être utile d'une manière ou d'une autre, même dans un contexte thérapeutique. Donc, on est quand même d'accord que, en tout cas présentement, on est d'accord que l'IA ne peut pas remplacer le psychologue entièrement à cause des émotions, la compréhension, le biais de complaisance, comme tu viens de nommer. Mais comment est-ce que l'IA pourrait peut-être compléter le travail ou l'accompagnement qu'une personne psychologue ferait? Ben, ça fait quand même un bout de temps qu'on essaie de réduire la participation du psy au processus thérapeutique et à essayer d'intégrer d'autres outils. Moi, ce que je voyais dans mes études, ben, c'est on développait une intervention, puis là, on disait, bon, ben, cette intervention-là, si on la fait à distance, est-ce que ça fonctionne? Si on utilise une application, puis qu'on offre moins de sessions, est-ce que ça fonctionne quand même? Donc, on voyait déjà cette tendance-là à essayer de déléguer une partie ou de soutenir, de remplacer une partie du travail thérapeutique en rencontre par des outils autres, mais souvent technologiques, ou c'est un peu comme on peut recommander des lectures à côté. C'est peut-être ce rôle-là encore que l'IA pourrait avoir en ce moment. Il y a différentes preuves que ça peut fonctionner pour des problématiques spécifiques. Par exemple, on va utiliser l'IA, une application avec de l'IA pour l'apprentissage à la relaxation pendant un suivi sur l'anxiété. Donc, il y a quand même une valeur ajoutée de l'IA, mais on garde le travail centré autour de la relation thérapeute-client. En fait, dans ce que tu dis, c'est que l'IA va être un outil pour un plus. Donc, il va compléter en apportant quelque chose de plus, soit au niveau de ce qui va être fait durant les rencontres avec la personne. Oui, on veut vraiment venir complémenter les rencontres. Pour l'instant, c'est probablement l'utilisation qui est la plus soutenue par les données, même si j'ai l'impression que ce n'est pas très courant encore dans la pratique. C'est peut-être dans les laboratoires, dans les universités, mais ça n'a pas beaucoup sorti de là encore. Donc, ça va être plus les professionnels qui vont l'utiliser pour complémenter le travail qu'ils font avec la personne devant elle, ou on peut le suggérer comme, par exemple, entre les séances ou pour faire de la recherche, pour s'informer comme un outil.
Oui, tout à fait. Comment distinguer la pertinence d'utiliser une ressource d'IA vis-à-vis une consultation psychologique? Ben, je pense que la consultation psychologique, je m'étais préparé quelques notes sur quand est-ce que c'est pertinent de consulter. C'est sûr que si on considère que ce qu'on vit, c'est des difficultés significatives, il y a présence de pensées suicidaires, avec ou sans l'intention de passer à l'acte, qu'il y a des changements importants dans les soins personnels qu'on s'accorde. On n'arrive plus à se laver à la même fréquence, à tenir notre logement propre, salubre, que notre sommeil, soit on dort énormément, soit on dort trop peu. Si on se rend compte qu'on est retiré socialement, qu'il y a une diminution significative de nos contacts sociaux, qu'au niveau, il y a une chute de notre fonctionnement au niveau professionnel ou académique. Donc, on perd notre capacité à étudier ou à travailler, ou ça nous demande des efforts vraiment majeurs. S'il y a des gros changements de vie qu'on est capable de dire c'est probablement à cause de ça que j'ai ces difficultés-là. Des fois, ça peut être un deuil, par exemple. Donc, c'est peut-être quelques indicateurs que ça peut être approprié de consulter dans ces contextes-là. Et ben, quand on n'est pas là-dedans, on peut quand même être curieux de voir ce que l'intelligence artificielle peut nous dire, d'utiliser ces agents conversationnels-là. Bon, ça peut être pour des raisons académiques, quelqu'un d'autre qui va faire ça mieux que moi. Mais ça peut être pour des raisons aussi on peut utiliser ça pour complémenter un peu des initiatives qu'on prendrait pour notre bien-être. Donc, est-ce que c'est des suggestions d'activités? Est-ce que c'est des changements, soutenir des changements qu'on veut faire dans notre alimentation? Est-ce que c'est nous proposer des exercices simples d'initiation à la pleine conscience ou de relaxation? Donc, au niveau d'une consultation psychologique, ce que je comprends, ce que je retiens, en fait, c'est qu'à partir du moment qu'il y a peut-être un petit peu plus de détresse, qu'il y a des changements de comportement, qu'on a des questionnements, qu'on a peut-être de la difficulté à répondre tout seul, qu'on sent qu'on aurait besoin d'être appuyé, supporté, conseillé, en fait, un peu plus que juste du coaching, là, si on veut. Oui. Là, on serait un petit peu plus dans une consultation psychologique, donc avec une personne, puis dans un contexte aussi de confidentialité, dans un contexte professionnel, donc qui vient avec des responsabilités, donc de la personne professionnelle, alors qu'une ressource d'intelligence artificielle peut être pertinente, encore une fois, c'est vraiment le mot que je retiens aujourd'hui, plus en support, en soutien, comme un plus. Ça peut aider à organiser, ça peut aider à donner des idées, ça peut aider à partir, donc avoir comme une base pour continuer ses recherches ou encore ses techniques, que ce soit de méditation ou autre. Donc, ça peut être... L'intelligence artificielle peut être une bonne base comme soutien, mais lorsqu'on a vraiment besoin d'un accompagnement, d'une aide, d'un regard professionnel, dans ce cas-là, on devrait plus prioriser la consultation psychologique. Et même, c'est pas le cas de tous les agents conversationnels, mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les agents conversationnels vont recommander des services professionnels. Donc, avant, on avait entendu des histoires très bouleversantes autour notamment de situations où l'IA aurait pu avoir un rôle de prévention du suicide, puis la réponse de l'IA avait été très peu adaptée. Mais de plus en plus, l'IA va recommander des ressources professionnelles de prévention du suicide, des ressources thérapeutiques, à partir de... et je ne sais pas exactement c'est quoi le contexte ou les éléments précis qui amèneraient à cette réponse-là, mais je sais que ça commence à faire davantage partie des modèles qu'on voit et utilise le plus souvent, là. J'ai l'impression que si on utilise l'IA pour lui poser des questions, puis oui, dans la conversation, l'emmener à nous donner des ressources, puis en fait, une des ressources qu'elle peut donner, c'est le fait d'aller consulter, Oui. plutôt que de s'attendre à ce que l'IA, donc la conversation qu'on a, soit la consultation en tant que telle. Mm-hmm. Donc là, ça m'emmène à le lien en tant qu'étudiant
Dans les réalités qu'on va vivre, qu'on nous étudie surtout, ça va être beaucoup d'anxiété, la gestion du stress, parfois des périodes un petit peu plus difficiles, avec l'hiver, les mi-sessions, etc. Donc, on peut se sentir un petit peu plus déprimé. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans ces contextes-là pour nous soutenir dans notre rôle d'étudiant? Ça peut revenir un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pour des requêtes vraiment pratico-pratiques qui peuvent nous soutenir dans des démarches de bien-être. Ça peut être... on a d'ailleurs un catalogue de requêtes IA et quelques-unes concernent la gestion du stress et bien-être. Ça peut être de nous simplifier la vie au niveau alimentaire en nous proposant une série de recettes ayant tel ou tel ingrédient ou donner à l'IA nos préférences. Puis ça peut nous aider des fois en gagnant en temps ou en quiétude mentale dans cette période-là. Ça peut être justement des exercices simples qui peuvent nous permettre de nous relaxer. C'est sûr que dans des périodes comme ça, il y a aussi notre sommeil qui est atteint, forcément. Il y a des très bons sites web pour ça, mais c'est sûr qu'on peut demander à l'IA c'est quoi les conseils qui reviennent le plus souvent pour essayer de voir si on a une hygiène de sommeil optimale. Mais c'est sûr qu'on contre-vérifie peut-être après ce que ça nous dit avec d'autres ressources, mais ça peut représenter un point d'entrée intéressant, là. C'est sûr que j'invite les gens à vraiment observer ce qui fonctionne le mieux pour eux. On peut avoir des recommandations de l'IA, mais admettons, on peut voir en fonction de nos préférences pour le sommeil, c'est quoi nos meilleures heures d'études pendant la journée. Est-ce qu'on sait que le matin, on arrive rarement à avancer beaucoup, puis l'après-midi, le soir, on se sent beaucoup plus prêt et on arrive à beaucoup plus de résultats. Donc, des fois, on a besoin de personnaliser un peu ce que l'IA va nous dire à partir de nos propres observations sur nos propres besoins. Donc, l'IA peut nous dire quelque chose de peut-être un peu générique. C'est ça que j'ai regardé aussi. Les réponses des chatbots thérapeutiques étaient un peu génériques, mais pas totalement fausses non plus. Donc, ça manquait de personnalisation. Donc, si on est à l'affût de ses besoins, de ce qui fonctionne pour nous, on peut demander des suggestions, puis après ça, on peut demander des suggestions basées sur ce qu'on sait qui fonctionne pour nous, puis avoir justement des requêtes plus précises pour mieux tirer profit de cet outil-là. Merci. Donc, vraiment, le mot que je garde en tête aujourd'hui, c'est vraiment que c'est un plus, que ça peut être un excellent outil, mais que ça ne peut pas remplacer. Lorsqu'on parle de relation d'aide, on parle de relation, donc on parle de personnes, d'émotions et donc un psychologue, par exemple. Exact. Donc, pour terminer, on aime bien que nos invités donnent un défi à nos auditeurs. Donc, aurais-tu un défi qui inclut l'utilisation de l'intelligence artificielle à nous donner aujourd'hui? Peut-être aller regarder du côté de notre catalogue IA, puis voir s'il y aurait quelque chose au niveau gestion bien-être, gestion du stress bien-être que vous auriez envie d'essayer. Bien entendu, si vous estimez avoir besoin de services professionnels, je pense que c'est là qu'il faut se diriger. Je pense que le message est clair, mais si autrement, vous estimez dans une situation stable où il n'y a pas particulièrement ce besoin-là, mais que vous pouvez être curieux de ce que l'IA peut ajouter à votre vie, d'aller voir peut-être ce catalogue de requêtes-là, puis d'essayer un petit peu de voir là où ça peut vous amener, puis de garder un œil critique à est-ce que cette réponse-là vous convient puis risque de vous aider à améliorer votre bien-être. Merci beaucoup, Louis-Philippe. C'était très intéressant comme conversation. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir poussé à continuer nos réflexions, à l'utiliser, mais savoir comment l'utiliser, puis de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide auprès d'un psychologue ou d'un autre thérapeute lorsque c'est pour quelque chose qui est un petit peu plus poussé que des simples conseils. Ça me fait plaisir. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et on vous invite à nous suivre pour nos prochains épisodes de #Génération IA. #Génération IA est un balado soutenu par les cellules de travail en intelligence artificielle générative de HEC Montréal.